Je cède la parole maintenant à Sophie Desraux, qui va nous parler du travail des statuaires et des décorateurs à l'intérieur de la nécropole. Sophie Desraux, conservateur en chef des bibliothèques et directrice adjointe de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invitée et en particulier remercier Irène Jourdeuil de sa patience et de ses réponses toujours attentives. La chapelle royale telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, vous en avez déjà vu un certain nombre de représentations, se présente comme donnant une impression assez fourmillante. Elle est vraiment le résultat d'un travail décoratif assez fin qui a déjà été évoqué par certains des intervenants précédents et qui a dû jouer lors de sa réalisation sur l'équilibre à conserver entre la chapelle historique de la mère de Louis-Philippe et celle qui est le résultat de l'agrandissement par ce dernier. Cette idée de style, de ressenti esthétique donné par le bâtiment est importante. Pas seulement parce que nous parlons du XIXe siècle et de sa réputation de siècle des revivals ou des néo-styles, selon le terme que l'on veut employer, mais aussi parce qu'au moment où cet agrandissement, ça a déjà été un peu évoqué ce matin en début d'après-midi, aussi parce qu'au moment où cet agrandissement de la chapelle est décidé, au milieu des années 30, on est déjà à un moment où le goût pour le néo-gothique est à son pinacle, sans faire de mauvais jeu de mots, mais où le goût de la Renaissance commence déjà à pointer son nez, alors que dans ce contexte, l'attachement au classicisme pour les bâtiments religieux commence à peine à être remis en question. Ça a été dit, c'est pas du tout encore massif. Par exemple, il n'y a pas d'église à ce moment-là nouvelle néo-gothique à Paris. Il faudra attendre la basilique Sainte-Clotilde pour ce faire. Donc, ce qui se passe ici, c'est vraiment ce moment de remise en question. Avec cette décision de changement de style de la chapelle qui est prise par Louis-Philippe, avec l'appui, dit-on, de sa fille Marie d'Orléans, dont le goût pour le néo-gothique est bien connu. Par ailleurs, on l'a dit, et je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment afin de tenir mon temps et de respecter les consignes de M. Legnaud, le décor de ce type de monument porte évidemment une signification symbolique forte et l'attachement à ces styles démontre cette attention. Pour mener ce chantier, ça a été dit, Louis-Philippe s'appuie sur l'architecte Pierre Lefranc. Pierre Lefranc est un architecte qui a déjà travaillé précédemment dans le domaine des Orléans, puisqu'il s'est notamment occupé de la restauration de la chapelle Saint-Hubert, une des premières restaurations, parce qu'il y en a eu un certain nombre, de la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise. Sur ce chantier, Lefranc emploie un sculpteur qui est habituellement présenté comme le dernier sculpteur des bâtiments du roi, qui s'appelle Jean-Baptiste Louis Plantard, qui a effectivement été très actif aux Tuileries, au Palais Royal, à Versailles. C'est aussi lui qui interviendra dans les ornements de la chapelle Saint-Ferdinand au début des années 40. Au vu de tous ces chantiers, il est assez évident qu'il dirige un atelier important, mais je ne vais pas m'appesantir sur cet atelier, d'abord parce que ce n'est pas le sujet, et ensuite parce que Justine Guin, qui fait sa thèse sur Plantard, est dans la salle. Cela dit, il faut quand même dire que lorsque l'atelier de Jean-Baptiste Plantard travaille à la restauration de la chapelle d'Amboise en 1835, le bras droit de Plantard à ce moment-là s'appelle Michel Liénard. Liénard est présent dans l'atelier de Plantard très tôt, puisque c'est là où il a appris son métier de sculpteur ornemaniste, après un bref passage par l'école gratuite de dessin de Paris. Et petit à petit, il est resté quand même de nombreuses années dans l'atelier de Plantard. Il y a vraiment pris une place importante, puisque d'apprenti, il est vraiment passé à bras droit. Dans cet atelier de Plantard, il a rencontré un autre sculpteur ornemaniste qui s'appelle Émile Knecht, qui est d'origine alsacienne, dont je n'ai pas de portrait, mais qui lui est passé par l'école des Beaux-Arts avant d'arriver chez Plantard. Liénard et Knecht apprennent au sein de cet atelier à fréquenter de manière très évidente les bâtiments historiques pour lesquels Plantard a une réputation certaine, voire un rôle officiel.
à vraiment voir les différents motifs, leur appréciation dans l'espace, la manière dont on peut les rendre, dont on peut agrandir ces espaces historiques sans que cela pose problème esthétiquement. Donc, j'ai mis juste à droite, vous voyez 2 dessins que Liénard a fait quand il était à Amboise, puisqu'il était probablement responsable de ce chantier sur la chapelle Saint-Hubert pour l'atelier de Plantard. En 1838, donc à peu près au moment où les travaux de Dreux commencent à se mettre en place ou à se penser, Michel Liénard quitte l'atelier de Plantard. Ça a été un peu dramatique, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Knecht vient très probablement avec Liénard pour créer un atelier Liénard et Knecht, ou Liénard et Émile Knecht la plupart du temps, qui se voit attribuer très rapidement des chantiers assez importants. Le premier d'entre eux étant justement la chapelle qui nous occupe aujourd'hui. Mais ils travailleront à d'autres reprises pour les Orléans, à Eux par exemple, ou à Carhaix. L'atelier de Liénard et Knecht est localisé à ce moment-là rue de Babylone à Paris. C'est l'adresse de Liénard à ce moment-là, mais ils partagent un atelier en commun presque jusqu'en 1848. Et après, de toute façon, ils restent très proches, ils sont amis, liés familialement, etc. C'est encore un peu une énigme, comme un certain nombre de choses d'ailleurs liées à ce chantier, de savoir comment est-ce qu'un atelier aussi récemment formé obtient une réalisation aussi monumentale, on va le voir, et aussi prestigieuse. Je ne peux donc faire que des hypothèses de réseau, de premières réalisations qui ont bien un prix, voire suspecter qu'un jeune atelier serait peut-être moins cher qu'un atelier plus important et plus confirmé, même si les sommes évoquées dans les mémoires de travaux tendent à infirmer un petit peu cette hypothèse. C'est aussi peut-être un jeune atelier qui serait plus à même d'accepter les réductions assez systématiques des sommes proposées dans les mémoires de travaux. C'est peut-être un mélange de tout cela. Cependant, on trouve vraiment dans ce chantier fondateur de la chapelle de Dreux un certain nombre de caractéristiques du travail, notamment de Liénard, qui vont perdurer tout au long de sa carrière. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je parlais de réseau à l'instant pour donner peut-être une première idée du contexte de là d'où Liénard vient. Donc Liénard s'est très clairement fait une réputation dans l'atelier de Plantard, mais il semble aussi, dès les années 30, se faire une réputation en son nom propre. Dès les années 30, on trouve notamment la trace de son rôle en tant que maître de sculpture de la comtesse de Meulan, qui a été la première belle-sœur de Guizot, la sœur du peintre Turpin de Crissey. Toujours dans la sphère de la noblesse plutôt légitimiste, et là on retrouve cette notion de versatilité politique du néo-gothique qui a déjà été évoquée par M. Franconi. Liénard travaille dans les années 30-40, donc à peu près encore une fois au même moment que de la chapelle, avec l'architecte Pierre-Charles Ducillon, à qui l'on doit plusieurs réalisations dans le domaine privé dans le style néo-gothique, pour de la noblesse légitimiste qui rejoint ces châteaux en campagne au moment de la prise de pouvoir des Orléans notamment. Juste avant Dreux, par exemple, Liénard et Ducillon travaillent ensemble au château de la Roche-Mailly, pour le comte de Mailly, où un certain nombre de dessins dont on dispose pour ce chantier peuvent être assez facilement rapprochés de ce qui se passe à Dreux. Donc, pour camper un petit peu la personnalité de Liénard sur le néo-gothique, il apprend la dimension historique quasiment avec Plantard, qui est presque dans la restauration pré-scientifique. Et d'un autre côté, il peut répondre assez facilement à une demande de gothique beaucoup plus troubadour et bientôt à un type de renaissance un petit peu plus fantaisiste. Alors, ce qu'il est important de commencer par dire, c'est que c'est l'ampleur du travail de cet atelier dans la chapelle. Au début de mes recherches, j'ai pensé que l'atelier Liénard-Knecht s'était contenté d'enrober, entre guillemets, les parties récentes dans un décor néo-gothique qui voisinait la partie historique. Comme on l'a vu sur les plans, vraiment la nouvelle chapelle. Alors, j'ai pris le parti pris très audacieux de ne pas mettre de plan dans ma présentation, donc j'espère que vous avez bien suivi la présentation de Madame Hems. Donc la nouvelle chapelle enrobe vraiment la précédente.
Et en fait, en y retravaillant, en travaillant sur les mémoires de travaux, je me suis rendu compte que l'intervention de l'atelier avait été beaucoup plus importante que ça, au point qu'il est plus facile d'évoquer les choses en disant ce qu'il n'a pas fait plutôt que ce qu'il a fait, même si je n'ai pas tous les mémoires de travaux. Ce pourquoi je n'ai pas les mémoires de travaux, c'est à mon sens assez évident. Donc en gros, entre un petit peu avant 1844 et 1848, l'atelier Liénard-Knecht donne toute la sculpture décorative. Et quand on dit décorative, les bords sont assez larges, comme on va le voir. À l'intérieur comme à l'extérieur, vous avez vu que sur les idées de Lefranc, l'ornement est très sobre. Ils font aussi un certain nombre d'ajustements et de réalisations complémentaires qui ont vraiment donné à la chapelle l'apparence et l'ambiance, non pas qu'elle a aujourd'hui, parce qu'il manque à la réalisation un certain nombre de choses aujourd'hui, mais qui ont été détruites ou qui ont disparu, mais celle telle qu'elle a été pensée vraiment à la fin des travaux. Donc Louis-Philippe, l'idée veut faire subsister l'esprit de la première chapelle construite par sa mère, tout en profitant de l'agrandissement nécessaire pour moderniser les choses. C'est ce qui a été dit précédemment, ce qui amène les travaux de sculpture décorative à naviguer entre plusieurs styles. Ce qui peut paraître assez classique et redondant quand on parle du XIXe siècle, est ici assez important parce que ça a un sens, comme ça a été évoqué. Et par ailleurs, c'est assumé, visiblement, puisque, ce qui est assez tôt pour de l'éclectisme pur jus. Au vu des mentions dans les mémoires de travaux, cette multiplicité des styles est vraiment énoncée. On trouve dans ces mémoires les mentions de style grec, ce qui est en général relatif à la première chapelle, de style gothique, ce qui est l'agrandissement, mais aussi, peut-être un petit peu plus surprenant, de style Renaissance, voire pour les gens qui ont bien suivi ce matin, de style lombard pour une partie qui n'est pas dans la chapelle, ce qui pourrait, à mon avis, faire le lien avec les chapiteaux qui ont été montrés par Philippe Plagneux, notamment ce matin, dans une autre partie du domaine. Pour qui connaît la carrière et le style de Liénard, ça tombe sous le coup de l'évidence parce qu'il a une grande facilité à manier ces différents styles. Une de ses méthodes de travail étant, comme on a vu pour Amboise, de visiter la ville, de s'approprier les décors de la ville pour travailler au mieux le chantier sur lequel il est. Par exemple, on voit ici un certain nombre de dessins qu'il a fait de bâtiments de Dreux, le Beffroi, qui est le grand dessin à gauche, mais aussi des bouts de l'église Saint-Pierre. Pour commencer, il me semble indispensable de passer une revue rapide des espaces pour comprendre un petit peu l'objet esthétique qui se présente à nous aujourd'hui. Donc si l'on part du chœur actuel, qui est la grande chapelle dans les mémoires, c'est la partie où se voit le plus l'esprit de la première chapelle. Il y subsiste notamment les pendentifs que vous voyez ici, de François Milhomme, représentant les 4 évangélistes, juste sous la coupole, et on a tout l'esprit de ce style néoclassique que l'on retrouve dans le premier tiers du XIXe siècle, relativement sobre, qui rappelle la chapelle expiatoire. Bref, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, avec des pilastres, mais surtout avec ces plafonds à caissons qui décorent l'intérieur de la coupole, mais également la partie au-dessus de l'autel. On pourrait penser que c'est typiquement l'esprit de la première chapelle, et en fait, il semble que pas tout à fait. C'est-à-dire que les mémoires relatent que l'atelier Liénard réalise tous ces plafonds à caissons, donc les caissons, les rosaces à l'intérieur qui seront soit à pommes de pin, soit à feuilles, toutes les frises, absolument tout est refait. Donc moi, ça m'interpelle sur ce à quoi ressemblait la première chapelle, évidemment, puisqu'il faut... La coupole, on pourrait se dire que la coupole a été un petit peu refaite, donc nécessitait une reprise, mais à ce point-là, ça peut être un petit peu étonnant. D'ailleurs, cette coupole a été refaite au point que l'atelier Liénard-Knecht est aussi responsable de la reprise des nuages qui entourent les évangélistes de Milhomme. Donc c'est dire qu'il y a vraiment une adaptation du décor lors des nouveaux travaux. Dans la partie au-dessus de l'autel, avec cette voûte en cul-de-four,
excusez la qualité déplorable de ma photographie, avec cette voûte en cul de four qui se prolonge. Là aussi, les reprises ont été assez importantes puisque c'est quelque chose qui était en lien avec l'extérieur précédemment et qui maintenant se retrouve ouvert sur le déambulatoire nouveau. Tout le décor est refait et c'est à ce moment-là que je peux évoquer ce qui n'est pas uniquement du motif ornemental à proprement parler, qui est un certain travail iconographique assez important qui a été fourni par l'atelier Liénard, qui brode sur un certain nombre de supports les thèmes, non seulement les thèmes dynastiques qui ont été déjà évoqués, mais aussi les thèmes d'une chapelle funéraire catholique, où l'idée de foi, et pas seulement l'idée de dynastie, est importante. Dans cette partie au-dessus de l'autel, cela reste circonscrit au thème religieux à strictement parler, avec les écoinçons au-dessus des colonnes, ici, qui figurent les cœurs du Christ et de la Vierge, des bannières avec les chiffres de l'un et de l'autre, les instruments de la Passion au centre, les trophées ecclésiastiques sur les côtés qui sont un peu moins visibles. Il est intéressant d'ailleurs de noter que l'équation centrale, dans le premier mémoire de travaux, devait figurer les chiffres du roi, et que ça a été barré, sans doute par une certaine volonté de modestie, pour mettre ceux de Jésus-Christ. Pardon, pas dans les coinsons, au centre de la frise. La dimension dynastique dans cette partie classique de la chapelle est davantage portée par les bas-reliefs qui représentent Saint Ferdinand, Saint Arnaud, Sainte Adélaïde et Sainte Amélie, et les figures en ronde-bosse, ce qui figurent Saint Louis et Saint Philippe par Nanteil et Sœur, qui sont vraiment évidemment les saints de la famille. Ici, pour ce qui est figuratif, on a ici une figure du Christ, et ici, une figure du triangle divin entouré de 3 têtes d'anges, ce qui me permet de mentionner que, outre les mémoires de travaux, comme source sur cette chapelle, on dispose de plusieurs fonds de dessin, les 2 principaux étant le fonds Liénard au Musée des Arts Décoratifs, mais également un fonds qui est en train, vraiment, au moment où nous parlons, de rentrer dans les collections publiques. J'en suis très heureuse, à la bibliothèque Forney. Vous en avez donc la primeur. Ce qui explique d'ailleurs la qualité des photos. Par exemple, ces 3 dessins en sont tirés, donc ça permet de documenter, de renouveler la documentation et l'iconographie sur ce chantier. La transition entre ce style classique et le reste du bâtiment se fait avec les parties latérales, qui ont elles aussi été élargies. Elles se répondent au nord et au sud, bien sûr. Au nord, avec ici la figure de Saint Arnoux, et au sud celle de Sainte Adélaïde. Seuls les bas-reliefs ne sont pas donnés par l'atelier Liénard, tout le reste l'est également. Là, le décor choisi est assez proche dans la première partie de la partie centrale, avec ce plafond à caisson, les mêmes types de frises. Mais quand on passe dans la partie tribune, ici, on passe dans les mémoires au style Renaissance, qui est un peu surprenant. Moi, je l'interprète comme une recherche de transition, d'équilibre entre le style du centre néoclassique et ici, on voit dans ces parties, on a une vue sur le déambulatoire qui est franchement néogothique et sur les chapelles latérales nouvellement construites également, qui sont aussi franchement néogothiques. Le 3e prolongement vers la porte est lui aussi clairement dans le prolongement du chœur avec la figure de Saint-Louis et par contre là des panneaux ornementaux sur le thème de la musique puisque c'est la tribune du chœur qui accueille l'orgue de Cavaillé-Coll. Juste en mentionnant que Liénard a beaucoup travaillé avec Cavaillé-Coll mais a priori pas sur ce chantier. Donc, je parlais de transition parce que tout ce qui a été ajouté dans les travaux des années 40 est franchement d'esprit néogothique, on a pu le voir, à commencer par les chapelles latérales qui sont quasi, elles, invisibles du chœur, mais qui donnent sur les tribunes. Et bien sûr, la partie maîtresse qu'est ce déambulatoire impressionnant, ou la crypte dans les mémoires de travaux, où prennent place alors la majorité des tombeaux. Alors là, c'est un déluge d'ornements fourmillants. Les mémoires de travaux précisent souvent tous variés, tous différents. On veut bien le croire parce que quand on regarde de près, très peu de choses se répètent. Toutes les frises, tous les chapiteaux,
tout est différent, plein de petits détails. Il y a là des inspirations archéologiques, notamment de Saint-Pierre, mais surtout ce qui est figuratif, on va le voir, un style quand même beaucoup plus contemporain quand il s'agit de figuratif. Ce serait évidemment un petit peu fastidieux, et la journée commence à être longue, et un petit peu inutile aussi, de passer en revue la diversité de ces motifs, parce que c'est justement l'ensemble, l'impression d'ensemble qui fait sens, à mon avis. La partie supérieure, loin du regard, porte un décor d'ornement, donc comme je le disais, quasi archéologique, avec des feuillages très variés, en frise, en chapiteaux, quelques anges, quelques chimères, quelque chose d'assez classique quand on considère le gothique et le néo-gothique. Mais un des points marquants de ce déambulatoire sont les pas moins de 68 écoinçons ou demi-écoinçons qui occupent les espaces ici, entre les ogives. Nous allons donc les passer maintenant les uns après les autres en revue. Non, je plaisante. Ce qu'il faut retenir vraiment de cette partie, c'est qu'elle est très figurative et elle a vocation de lecture. Elle est au niveau des yeux. Ça se lit comme un livre d'images. Et c'est vraiment volontaire. C'est très chargé de chance sur l'iconographie. Il faut porter un discours funéraire, religieux, funèbre parfois même, mais d'espoir dans la religion, avec parfois des petites pointes dynastiques, il y a notamment une Jeanne d'Arc, mais avec une certaine inventivité dans une forme en triangle qui n'est quand même, il faut l'avouer, pas si facile à exploiter. Ces écoinçons sont regroupés par 3 sur la partie intérieure, juste à l'aplomb du cœur, et par 5 sur l'extérieur. Ils mêlent parfois, ils mettent en scène plutôt la chapelle à la fois comme un lieu de culte et comme une sépulture. Donc je vais juste prendre quelques exemples, histoire de vous montrer. Après, la plupart d'entre vous, je suppose, ont visité ou visiteront la chapelle, donc vous pourrez vous amuser à reconnaître et à tester votre culture. Ici, on a l'exemple des 4 séries de 3 qui s'articulent autour des évangélistes, avec une feuille qui est apparue donc, dans ce nouveau fond de dessin dont je parlais, qui montre un petit peu la réflexion qu'il y a autour de qu'est-ce qu'on figure autour. Les figures centrales, c'est facile, c'est les 4 évangélistes, donc on a les symboles des 4 évangélistes. Mais autour, il faut à chaque fois figurer quelque chose d'autre. Donc l'idée, c'est d'attribuer un petit peu 2 paraboles à chacun des évangélistes. En vrac, on a la parabole des pains, notamment côté Saint-Matthieu. On a les urnes des noces de Cana et la multiplication des pains. On a la pêche miraculeuse côté Saint-Luc, par exemple. On a un certain nombre de choses comme ça. Et cette réflexion, on voit bien sur cette feuille de notes, se déroule un petit peu à la fois esthétique, pour voir qu'est-ce qui rentre dans ce triangle, et iconographique. Pour l'extérieur, on a vraiment ces séries de 5 avec, en général, chaque section de 5 a un thème spécifique. Donc, par exemple, en haut, ici, vous avez la pesée des âmes au centre, avec à gauche l'âme qui ressuscite, qui va au paradis, à droite l'âme qui est dans les flammes de l'enfer avec un petit démon. Donc la leçon est assez simple. Sur l'exemple en dessous, on a par contre une annonciation avec l'ange Gabriel à gauche et Marie qui reçoit l'Esprit Saint à droite, avec les lys et les roses comme symboles végétaux sur les côtés. Donc à chaque fois, on a un petit peu ces thèmes qui sont développés et qui en général trouvent d'ailleurs un écho sur la figure qui est au centre de la frise en refend, juste au-dessus, qui elle aussi à chaque fois est différente. L'autel était évidemment le point central religieux sur la partie supérieure, mais le nouveau point d'importance, ça a été dit plus bas, c'est la chapelle axiale, la chapelle de la Vierge. L'atelier Liénard, à cet endroit, donne non seulement tous les éléments décoratifs que l'on voit, là aussi, les petites figures dans les frises de refend, les frises, les frontons, les chapiteaux, etc. Mais il donne aussi les 5 bas-reliefs dont vous avez ici l'annonciation sur la vie de la Vierge. Alors, ce n'est pas exactement le meilleur de la sculpture du XIXe siècle, soyons honnêtes, ça fait le job, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je trouve que leur relative sécheresse sert assez bien les gisants dont il sera question demain et n'éclipse pas. Ils sont vraiment, vraiment là pour faire de la figuration, encore une fois, de la lecture assez simple.
Par ailleurs, Liénard et Knecht donnent les anges inspirés de ceux qui surplombent le tombeau de Marie d'Orléans, ainsi que les deux anges juste au-dessus des portes, des escaliers qui vont au caveau, au nord et au sud. Donc celui-là, c'est celui du sud. On voit aussi là d'ailleurs le clash entre le style gothique et le style plus classique de la partie supérieure. Donc les deux anges, celui-ci c'est l'ange de la douleur, au nord vous avez l'ange de la résurrection. Ces deux anges d'ailleurs à noter sont entourés de guirlandes végétales, l'une ici de pavots, celle du nord c'est du cyprès, ce qui m'amène à insister attirer votre attention sur la végétation, qui est un sujet dans lequel Liénard excelle dans tous les types de rendus, que ce soit très naturaliste ou beaucoup plus abstrait, beaucoup plus figuratif, beaucoup plus ornemental. Les deux fonds de dessin montrent beaucoup d'études sur le réel qu'ils transforment petit à petit. Et c'est extrêmement visible dans cette chapelle où le motif végétal est vraiment en mezzo voce omniprésent sur toute la chapelle. Ce qui d'ailleurs rappelle aussi Saint-Pierre, où c'est un motif assez important. Cela se voit particulièrement à l'extérieur, sur le porche de l'entrée principale de la chapelle, dont vous voyez ici la partie médiane. Vous avez ici une succession de frises, à chaque fois avec des motifs différents, les roses, les lys, la vigne et le blé entremêlés. Et évidemment, ce ne sont pas des végétaux choisis au hasard. Ce sont des végétaux hautement symboliques que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les réalisations dynastiques, qu'elles soient funéraires ou non. Je pense par exemple à la toilette de la duchesse de Parme par Froment-Meurice, où le lys et la rose sont évidemment toujours très importants au vu du symbolisme qu'elles portent. Sur ce fronton, là aussi, l'atelier donne tout, notamment les figures, les deux tonneaux ici, avec Dieu le Père et la figure de Lecce Homo. On a un dessin qui atteste de cette réflexion et des transformations peut-être un petit peu iconographiques qui ont été portées. Par exemple, les larrons autour du Christ ont disparu. L'atelier donne également toute la partie décorative, évidemment pas la partie mécanique du cadran d'horloge qui est juste au-dessus, dont je crois je n'ai pas de photo. J'avais mis juste la partie quand on est sous le porche, puisque l'atelier donne également le tympan, mais aussi l'envers un petit peu des frises un peu plus joyeuses, entre guillemets, des frises végétales qu'on vient de voir, qui font écho au jardin qui se trouve autour de la chapelle, avec ici des frises qu'on a vues de plus près dans la présentation de Grégoire Franconi, avec justement les écussons, ici des serpents et des crânes entrelacés, et ici des cœurs. Pour finir, je voudrais évoquer la porte en chêne, puisque ceux qui ont vu parmi vous la chapelle, c'est la première chose que l'on voit. Elle est massive, elle est impressionnante. La sculpture en bois, je trouve, est d'une assez bonne qualité. Il faut savoir que c'est vraiment le support de prédilection de Liénard, un peu moins de Knecht, mais de Liénard très clairement. C'est une porte dont visiblement un certain nombre de dessins attestent de la recherche de formalisme, d'iconographie, ce qui me fait d'ailleurs dire que l'atelier, en plus de la réalisation, avait sans doute une part assez importante dans la conceptualisation des ornements de cette chapelle. Donc vous voyez en haut, j'espère que vous voyez à peu près, plusieurs idées de mode de figuration des apôtres pour la porte, mais toujours avec cette idée de double lancette. Et en bas, un dessin un peu plus énigmatique, puisqu'il mentionne Saint-Denis. Donc là, c'est peut-être plutôt de la recherche d'inspiration, de copie de modèle pour de la recherche d'inspiration. Pour le reste de l'extérieur, le décor est plutôt sobre. Donc ce qui se passe vraiment, c'est l'intérieur. Je pense que cette recherche d'équilibre se voit assez bien là. À mentionner quand même qu'ont disparu, je remercie Irène Jandeuil pour cette mention, toute une série de candélabres en fonte, puisque Liénard et Knecht donnent un certain nombre de modèles pour la fonte, donc ces très grands candélabres, dont je pense ici nous avons un dessin préparatoire, mais également pour la balustrade qui a été déposée en ce moment autour de la partie supérieure de la coupole,
qui est également en fonte, qui a été réalisé probablement comme c'est candélabre par Cala. Liénard atteste aussi d'un élément qui a été donc frappé par la foudre dans les années 1870, qui est l'ancienne flèche, puisqu'on a un dessin qui insiste vraiment sur la flèche, c'est assez intriguant aussi. Donc pour conclure, ce qui me semble important de mentionner, outre ce jeu d'équilibriste assez virtuose sur les styles d'ornement dans la chapelle, c'est que l'avantage d'avoir un seul atelier qui s'occupe d'un chantier d'une telle ampleur, c'est que cela donne une certaine cohérence stylistique pour pouvoir manier un discours iconographique qui est à la fois politique et religieux, entre la foi intime et la représentation dynastique. Il y a beaucoup d'éléments de ce chantier qui caractériseront la carrière, notamment de Liénard, comme cette inventivité dans l'ornement fourmillant, cette maîtrise du style entre le gothique et le Renaissance. Il faut dire qu'ici, je pense qu'il a été beaucoup plus libre que dans le chantier suivant, qui marquera pourtant autant son curriculum vitae, qui sera celui de la participation à la restauration du château de Blois, sous l'égide de Félix Duban. Et pour terminer, je voulais un petit clin d'œil, en fait, parce que j'ai l'impression... Je vous ai dit que toutes les parties supérieures étaient plus végétales, un peu plus loin du regard. Et en fait, en visitant la chapelle récemment, je me suis aperçue qu'un des chapiteaux était pourtant, à mon sens, figurait des portraits. Ce qui est assez intriguant. Et en fait, je me demande s'il ne s'agit pas ça d'une reprise qu'il fera à nouveau dans la chaire de l'église Sainte-Clotilde, où il donne les portraits du menuisier, de l'architecte, du maître d'œuvre, de lui-même. Et là, je me demande s'il ne s'agit pas là de quelques portraits des gens qui ont participé au chantier, qui était une tradition qui est un peu présente, même si je ne suis pas arrivée à trouver vraiment si elle était vraiment documentée de manière scientifique au Moyen-Âge et à la Renaissance. Donc je me demande si on n'a pas un portrait de Liénard dans la chapelle de Dreux. Merci beaucoup.